tant que victime de coups et blessures, qu'est-ce qu'on peut faire? À quel moment faut-il déposer plainte? À quoi sert la plainte? Sur quoi ça peut déboucher? Et c'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Pour vous présenter les différentes informations juridiques et les conseils pratiques de cette vidéo, j'ai décidé de rédiger une petite présentation sur un PowerPoint. Comme ça, vous pouvez suivre en même temps que moi et ça vous permettra donc de ne pas être perdu. La première diapositive, c'est qu'est-ce qu'une violence volontaire? Parce que effectivement, on parle souvent de coups et blessures. C'est peut-être comme ça que vous êtes tombé sur ma vidéo en tapant ce mot-clé. Et en fait, en réalité, dans le langage courant, on parle de coups et blessures, mais juridiquement, quand on regarde le code pénal et notamment les articles 222-7 et suivants, on se rend compte qu'en fait, le droit pénal aborde la notion de coups et blessures via la notion de violence volontaire et qu'il ne faut pas confondre avec les blessures involontaires. Donc pour les besoins de la vidéo, on va parler soit de coups et blessures, soit de violence volontaire, mais ayez en tête que dans le code pénal, ce ne sont pas exactement ces notions-là qui sont abordées. Alors qu'est-ce que c'est une violence volontaire ? On parle de violence volontaire quand c'est un acte intentionnel visant à blesser une personne. Donc la personne doit avoir sciemment voulu faire du mal à la personne, à la blesser. Il y a quand même un élément intentionnel. C'est ce qui distingue les violences involontaires des blessures involontaires en cas d'accident de la route, c'est-à-dire que la personne n'a pas voulu faire de mal à l'autre personne. Pour autant, ça reste quand même une infraction. Donc cette violence volontaire, elle peut être physique ou psychologique. La jurisprudence, c'est-à-dire l'ensemble des décisions de justice en France, reconnaît effectivement l'existence des violences psychologiques. Et attention, il y a quand même quelque chose juridiquement qui est important à comprendre, c'est que certaines violences psychologiques ont fait l'objet d'une qualification en droit pénal, et c'est le cas par exemple pour les menaces, le harcèlement. Il y a une infraction spécifique avec des peines spécifiques qui sont prévues dans le code pénal pour ces violences psychologiques. Donc il ne faut pas les confondre avec ces autres infractions. On parle plutôt d'humiliation par exemple dans le cadre d'une violence volontaire psychologique, mais attention parce que l'humiliation peut aussi être un harcèlement. Donc il faut bien faire la distinction. La loi, elle sanctionne du coup toutes les formes de violence, hein, même s'il n'y a pas de blessure visible. Pour autant, ça peut être une infraction pénale et l'auteur peut encourir les peines prévues selon la gravité des blessures de la victime. Et c'est pas parce qu'il n'y a aucune blessure qu'il n'y a pas d'infraction. Alors quels sont les premiers gestes si jamais vous êtes victime? Bon, première chose, bien sûr, vous consultez un médecin. Si jamais vous êtes blessé sérieusement, voire gravement, bien sûr, il faut se rendre directement aux urgences, appeler les pompiers, en tout cas se faire assister et pas rester dans cet état. Lorsque vous verrez un médecin, il faudra bien lui parler de vos blessures qui sont liées à une agression, donc à des blessures volontaires qui vous ont été infligées. Et donc il faut bien expliquer au médecin ce que vous ressentez. Même si vous n'avez pas de plaie, vous pouvez quand même parler de vos douleurs que vous avez, ou bien de, par exemple, si vous avez des vertiges, si vous avez des angoisses, si vous vous sentez traumatisé, tout ça, il faut l'expliquer au médecin pour qu'il l'indique dans le certificat médical. Et ces symptômes peuvent être du coup consignés dans ce certificat médical et qui ensuite deviendra une pièce de procédure pour votre dossier. D'autre part, on y reviendra un petit peu plus loin, il faut aussi demander une réquisition pour les UMJ. Les UMJ, ce sont les unités médico-judiciaires. Et ces unités médico-judiciaires, vous pouvez y accéder après une réquisition qui vous est donnée par la police suite à votre dépôt de plainte. Mais vous inquiétez pas, on va en parler juste après. Je vais vous expliquer exactement quelle est l'utilité de ces unités médico-judiciaires et en quoi ça peut être intéressant pour votre indemnisation potentielle. D'autre part, si vous le pouvez et que vous êtes en état, il faudrait se constituer des premières preuves. C'est-à-dire par exemple demander aux témoins dans l'entourage ou à des personnes de récupérer les numéros de téléphone et les identités des témoins qui ont été présents potentiellement lors de votre agression. Ça peut permettre du coup aux enquêteurs, après votre dépôt de plainte, de pouvoir les contacter et ainsi avoir des témoignages en votre faveur, ce qui facilitera grandement la procédure, puisqu'en fait ça peut aussi permettre notamment d'identifier l'auteur des violences volontaires que vous avez subies. Conservez également tous les échanges que vous avez eus. Si jamais l'auteur de l'agression vous avez indiqué par un message, vous avez menacé par message, etc., et que ça fait suite du coup à des messages, à des échanges avec la personne, voir si vous avez des vidéos ou des photos. En tout cas, tous ces éléments, même si vous pensez qu'ils ne sont pas forcément utiles, donnez-les quand même aux enquêteurs. En tout cas, pour le moment, gardez-les bien avec vous. On verra après pour le dépôt de plainte sur une autre diapositive, mais gardez bien tous ces éléments avec vous, notamment si quelqu'un a filmé la scène. Ça serait la meilleure situation. Tout élément, du coup, même indirect, peut contribuer à établir les faits, ce qui s'est réellement passé et expliquer que vous avez été réellement victime de cette infraction.
demander bien sûr le certificat médical dont on parlait tout à l'heure, et parfois il peut préciser l'ITT. L'ITT, c'est l'incapacité totale de travail, et cette incapacité totale de travail permet de mesurer à quel point vos blessures sont graves. C'est un terme juridique qui est utilisé par les différents professionnels du droit, mais également par les médecins experts des fameuses unités médico-judiciaires pour en fait évaluer la gravité de vos blessures. Et cette gravité, plus elle est importante, plus potentiellement les sanctions encourues par l'auteur sont importantes, et également plus votre indemnisation peut être élevée à la fin. Rapidement aussi, je voulais vous dire que moi-même étant juriste, j'ai rédigé un guide pratique, vous pourrez avoir le lien dans la description et le télécharger en échange de votre mail. Dans ce guide pratique, vous aurez des modèles de courrier, des infos pratiques, mais également toutes les démarches pas à pas, des explications juridiques qui pourraient vous servir en tant que victime de blessures volontaires. Et d'autre part, sachez que vous pouvez directement vous adresser à moi via mon formulaire, via mon site internet sur droit-au-pluriel.fr/question. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour vous donner ces quelques éléments complémentaires. Du coup, on en parlait juste avant avec l'ITT, on parlait des peines encourues, et ces peines encourues, en fait, comme je le disais tout à l'heure, plus les ITT vont être élevées, plus ces peines encourues vont être aggravées. Là, c'est une diapositive avec un résumé simplifié, mais ça vous permet au moins de comprendre. On parlera juste après des circonstances aggravantes. Mais en résumé, s'il n'y a aucune blessure, ça sera juste une amende. Donc s'il n'y a aucune ITT qui a été constatée, il y aura juste une amende encourue par l'auteur. Et toutes ces distinctions d'ailleurs, elles sont prévenues par le code pénal. Donc ce qui veut dire qu'en fait, même si vous n'avez pas de blessure au sens juridique, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'ITT, pour autant le code pénal prévoit quand même une punition pour l'auteur, en l'occurrence une amende. D'autres, quand il y a des ITT qui sont inférieurs ou égales à 8 jours, à ce moment-là, l'auteur encourt 1500 € d'amende. Pour les ITT inférieurs ou égales à 8 jours, en principe, c'est 1500 € d'amende, sous réserve qu'il n'y ait pas de circonstances aggravantes, mais également qu'il n'y ait pas un état de récidive, c'est-à-dire que la personne a déjà été condamnée, l'auteur a déjà été condamné auparavant pour des faits similaires, et il recommence à nouveau dans la période de récidive. À ce moment-là, les peines encourues sont doublées. Mais par exemple, pour des violences conjugales, l'ITT inférieur à 8 jours fait aussi encourir une peine d'emprisonnement. On verra juste après sur les circonstances aggravantes. Pour des ITT supérieurs à 8 jours, l'auteur encourt 3 ans d'emprisonnement, mais également 45 000 € d'amende. Quand on parle d'emprisonnement, dans le code pénal, en fait, ce sont des peines maximales. C'est-à-dire qu'une personne qui, pour la première fois, commet des violences avec une ITT supérieure à 8 jours, va très rarement en prison pendant 3 ans. Ça, c'est la peine maximale. Donc, il faut bien le comprendre. Ce sont bien des peines maximales qui sont indiquées dans le code pénal, et c'est valable pour toutes les autres infractions. Ensuite, si jamais les violences volontaires entraînent une infirmité permanente, à ce moment-là, il y aura 10 ans d'emprisonnement encouru par l'auteur. Et si jamais il y a un décès sans intention de vouloir tuer la personne, à ce moment-là, c'est 15 ans de réclusion criminelle, et en sachant que si jamais il y avait une intention de tuer, les violences volontaires vont être requalifiées en une infraction criminelle qu'on appelle le meurtre. Et si jamais il y a une préméditation, on parle d'assassinat. Mais c'est pas le sujet de notre vidéo, peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo. Alors maintenant, on peut voir les circonstances aggravantes, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, mais si les faits sont commis sur conjoint, en présence d'un enfant, ou sur des personnes vulnérables, par exemple dû à un handicap, dû à son état de santé, mais également si ça a été commis sous alcool, avec armes, en réunion, mais notamment aussi si ça a été commis par exemple avec l'aide d'une arme, que ce soit une vraie arme, par exemple un couteau, ou que ce soit une arme par destination, par exemple une ceinture ou une bouteille qui à la base n'a pas vocation à être ici pour blesser, mais est utilisée par l'auteur pour blesser la victime. Le fait aussi d'agir en groupe, si c'est en réunion, ou dans les transports. Tout ça, ça augmente la gravité, notamment au niveau des peines encourues. Alors maintenant qu'on a vu les peines, je vais vous expliquer pourquoi c'est important de déposer plainte rapidement et comment le faire. Donc déjà, vous allez dans un commissariat, une gendarmerie la plus proche de chez vous, la plus proche des faits, peu importe. Bien sûr, une fois que vos blessures sont guéries, j'insiste à nouveau, mais aussi il y a autre chose qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas besoin d'avocat pour aller déposer plainte. L'avocat peut être très utile, et il est très utile pour la suite de la procédure, et on y reviendra. Mais par contre, là, pour le coup, pour aller déposer plainte, c'est un droit que vous avez, c'est l'article 15.3 du Code de procédure pénale qui le prévoit. Vous avez le droit d'aller déposer plainte et la police ne peut pas vous refuser. Malgré tout, il y a quand même des policiers ou des gendarmes qui peuvent le refuser. À ce moment-là, rendez-vous dans un autre commissariat, une autre gendarmerie,
Mais en tout cas, ce qui est important, c'est de le faire sur place et non pas par courrier. Parce que si vous le faites par courrier, le temps de traitement, etc., s'il y avait de la vidéosurveillance sur place, là où vous vous êtes fait agresser, et ben peut-être que les bandes se seront effacées. Donc le plus important, c'est d'aller directement sur place en gendarmerie, quitte à attendre un moment pour pouvoir déposer sa plainte le même jour ou le lendemain maximum. C'est le mieux. Dans votre plainte, bien sûr, vous allez expliquer les faits, mais vous allez aussi fournir, si possible, les noms et les coordonnées des témoins que vous avez pu potentiellement récupérer via votre action à vous-même ou via une demande que vous avez effectuée auprès des gens qui passaient dans la rue. Si jamais ça s'est passé dans la rue ou si jamais ça s'est passé dans la rue. Et quand je parle de témoins, c'est des témoins au moment des faits, mais également des témoins juste après les faits. Même s'ils n'ont pas tout vu, ça peut quand même être utile, notamment de voir si vous étiez choqué, s'ils peuvent attester de ce que vous dites, notamment sur les conséquences psychologiques, etc. Tous ces éléments-là, tous ces témoignages peuvent être utiles, et donc je vous invite vraiment à donner le plus d'informations possible lors de votre plainte. Vous pouvez déposer plainte où vous le souhaitez, même en dehors des lieux des faits, mais ça, je vous l'ai expliqué déjà il y a quelques secondes. Juste ce qu'on peut rajouter, c'est que si jamais vous déposez plainte là où il ne faudrait pas, puisqu'en fait il y a une question de compétence territoriale des commissariats. Au pire des cas, le commissariat qui reçoit votre plainte va transférer la plainte au commissariat compétent. Donc n'ayez pas d'inquiétude là-dessus, tout ça c'est habituel, il n'y a aucun souci. Alors une fois que vous déposez plainte, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement la phase d'enquête commence. Alors le procureur de la République, une fois qu'il est informé de cette plainte, il a une décision à prendre. Notamment il peut classer l'affaire directement s'il considère que c'est même pas une infraction. Il peut proposer une alternative aux poursuites dès le début, ou bien ouvrir une enquête de police, et à ce moment-là, s'il ouvre l'enquête, c'est renvoyé au commissariat de la gendarmerie pour enquête, et à ce moment-là, des actes d'enquête vont être diligentés par les différents enquêteurs afin de faire la lumière sur les faits et voir exactement ce qui s'est passé et recueillir notamment les témoignages ou potentiellement exploiter les vidéosurveillance. Sachez que cette phase d'enquête, elle peut être longue, et c'est pour ça que si vous n'avez pas de nouvelles au bout de 3-4 mois, vous pouvez écrire au procureur de la République. Dans le guide que j'ai rédigé, vous trouverez ce type de modèle de courrier pour vous adresser au procureur de la République afin d'avoir des nouvelles de votre plainte. C'est une démarche qui est très simple, mais parfois peut rassurer, notamment si on nous répond que c'est toujours en cours, donc on sait que c'est normal. D'ailleurs, sachez que l'enquête est secrète, que ce soit pour vous ou que ce soit pour l'auteur. Vous n'avez pas de nouvelles de votre plainte, quelque part c'est un petit peu normal, sauf quand il y a des actes d'enquête qui vous concernent, à ce moment-là par exemple une nouvelle audition ou quoi que ce soit, vous n'êtes pas censé avoir des informations à chaque étape ou à chaque acte d'enquête qui ont été réalisés. Sachez également que le code de procédure pénale, il prévoit que vous avez le droit de vous constituer partie civile après 3 mois, on parle de plainte avec constitution de partie civile. C'est l'article 85 du code de procédure pénale, mais pour ça je vous renvoie à mon autre vidéo sur le sujet, donc je vous invite à rechercher dans mes vidéos la plainte avec constitution de partie civile, comme ça vous comprenez exactement les conditions, mais également les points importants à vérifier avant de le faire, et notamment la présence d'un avocat pour vous aider, vous conseiller à chaque étape et savoir si c'est pertinent pour vous ou pas. Justement pour l'avocat, dernier point, je vous recommande fortement, si les blessures sont graves ou s'il y a une audience à venir et que vous avez déjà été informé, notamment parce que il va pouvoir vous accompagner, il peut chiffrer votre préjudice et vous représenter devant le tribunal, chose que sans lui vous allez devoir faire tout seul, et c'est parfois très compliqué, notamment quand les faits sont très graves et que vous ne savez pas du tout quel montant de dommages et intérêts vous souhaitez demander lors de la potentielle audience qui a été fixée par le juge. Donc à la fin de l'enquête, le procureur de la République, magistrat dont je vous ai parlé tout à l'heure, il reçoit le dossier de l'enquête et il décide, et notamment il peut décider de poursuivre ou de classer sans suite ou une alternative de poursuite, mais cette fois après l'enquête. Si jamais il décide de classer sans suite, je vous invite à regarder ma vidéo sur le classement sans suite pour comprendre comment contester, ce que vous pouvez faire et quelle est la procédure. Mais maintenant, ce qu'on va aborder, c'est dans le cas où il y a une audience devant le tribunal correctionnel. Bon, là, j'ai indiqué devant le tribunal correctionnel, mais en réalité, ça peut être, par exemple, devant une cour criminelle, si jamais ça a été requalifié en tentative de meurtre. Alors, l'objectif de cette audience, c'est d'abord dire si l'auteur est coupable des faits qui lui sont reprochés ou pas. Le procureur va présenter le dossier, les preuves, les témoignages au juge. Le juge va préparer l'audience et lors de cette audience, il pourra poser les questions qui lui semblent utiles. Également, ce procès, il va pouvoir déterminer la sanction appropriée à l'auteur, puisqu'en fait, en France, il y a un principe qu'on appelle le principe d'individualisation de la peine. Et donc en fait, le juge, au vu des éléments du dossier, mais également au vu de la personnalité de l'auteur, il va pouvoir fixer une peine. Donc d'abord, il dit s'il est coupable ou pas, et ensuite, il va dire il est coupable, et voilà quelle est sa peine au vu des éléments du dossier, au vu de sa personnalité. Aussi, cette audience, elle va vous permettre à vous, en tant que victime, parce que vous avez aussi une place importante au sein de cette audience, puisque vous allez être partie civile. Partie civile, c'est-à-dire que vous êtes reconnu en tant que victime, non plus au niveau de la plainte, mais maintenant
au niveau de l'audience, au niveau de la procédure devant le juge. Une fois que vous êtes constitué partie civile, vous vous rendez à l'audience et vous avez la possibilité de demander des dommages et intérêts. Et cette demande de dommages et intérêts, elle peut s'effectuer soit directement lors de cette audience pénale, soit lors d'une autre audience. Et ici, on parle d'un renvoi sur intérêt civil, c'est-à-dire que le juge considère que vous n'êtes pas en état de chiffrer votre préjudice et il renvoie une date ultérieure, une audience où il ne sera question que de vos dommages et intérêts. L'indemnisation, en principe, du coup, elle est jugée en même temps que le volet pénal, mais parfois, comme je viens de vous le dire, elle peut être reportée à une autre audience. Pour en revenir rapidement à la plainte, il y a des éléments de preuve qui sont utiles, comme par exemple les témoignages, les certificats médicaux, les photos et les vidéos. Comme je le disais tout à l'heure, chaque élément compte. Même un témoignage indirect ou une photo floue peut aider l'enquête. Le constat d'huissier aussi, ou le devis de réparation peut prouver par exemple un préjudice matériel. Si vous avez perdu votre téléphone ou que votre téléphone a été abîmé, vous pouvez le faire constater via un huissier de justice. Aujourd'hui, on parle de commissaire de justice. Il y a également les preuves numériques, on en a parlé tout à l'heure, les SMS, géolocalisation. Parfois, on n'y pense pas, mais sur les photos, notamment sur les derniers modèles de smartphone, vous avez la date de quand a été prise la photo, l'heure de prise de la photo, mais également parfois la géolocalisation de là où vous étiez lorsque vous avez pris la photo. Et ça peut être utile aussi de le dire aux témoins, puisque potentiellement ils pourraient donner ces données, on appelle ça des métadonnées. Vous pouvez donner ça aux enquêteurs. Même si vous pensez que ce n'est pas forcément utile dans la procédure juridique, ce que je veux dire, c'est que tous ces éléments peuvent être utiles. Donc n'hésitez pas à les communiquer aux policiers. Si jamais vous ne l'avez pas fait lors de votre premier dépôt de plainte, vous pouvez faire un complément de plainte. Et à ce moment-là, vous arrivez par exemple avec soit une clé USB, soit des éléments imprimés, soit vous pouvez leur dire que vous voulez le transférer par mail. On en a parlé aussi là juste avant sur l'indemnisation, notamment via l'audience. On l'a expliqué, vous pouvez demander la réparation de votre préjudice lors de l'audience en vous constituant partie civile. Mais il est aussi possible de saisir un tribunal civil après la condamnation. Si jamais vous n'étiez pas constitué partie civile, vous pouvez demander une indemnisation à condition que vous êtes bien reconnu en tant que victime lors de l'audience. Si jamais vous apprenez que l'auteur est insolvable ou que si jamais le dossier traîne, je vous invite à vous rapprocher d'un avocat ou d'une association d'aide aux victimes pour voir s'il serait possible pour vous, selon les conditions, etc., de saisir la CIVI. La CIVI, c'est la commission d'indemnisation des victimes d'infractions. Et si vous avez déjà obtenu une décision de justice, la saisine de la CIVI, notamment si l'auteur ne peut pas vous payer les dommages et intérêts, ça peut être très utile. Et même, vous pouvez demander plus encore si vous estimez que les dommages et intérêts qui vous ont été attribués lors de l'audience n'étaient pas suffisants. Il y a également le SARVI, qui est le service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions, qui permet d'obtenir tout ou partie de l'indemnisation que vous avez eue lors de l'audience si jamais l'auteur ne s'exécute pas. Mais je ferai des vidéos à ce propos-là dans les prochains mois. Juste avant de terminer, il y a d'autres infos qui sont utiles et je le rappelle parce que j'en ai déjà parlé dans la vidéo auparavant. Il n'y a pas besoin d'avocat pour déposer plainte, donc vous pouvez y aller. N'attendez pas d'avoir un avocat. L'avocat est fortement conseillé si jamais vous avez des blessures graves ou s'il y a une audience à venir, puisqu'en fait il va vous aider à obtenir des dommages et intérêts et il peut intervenir à l'audience pour vous. Et il y a un guide gratuit, mais ça je le dis aussi dans ma dernière diapositive, pour vous remercier d'avoir regardé, vous rappeler aussi de liker la vidéo si j'ai pu vous aider même un tout petit peu, de vous abonner puisqu'en fait je vais faire ce type de vidéo pour plusieurs types d'infractions ou de situations dans lesquelles les justiciables peuvent se retrouver. Et donc moi l'objectif c'est vraiment de vous aider à travers ces guides pratiques très concrets à pouvoir réagir rapidement quand il se passe quelque chose comme ça dans votre vie. Le guide gratuit en description pour obtenir les démarches, le détail de tout ça, les modèles de courrier et les conseils pratiques. Et enfin, je vous le rappelle, vous pouvez me poser votre question directement sur mon site internet droit.fr au pluriel /question. Merci.